Pourquoi est-ce si difficile de construire une relation simple, saine, où on se sent égal, épanoui, bien et sans perdre du respect? Pourquoi on reste parfois là où on se sent dévalorisé et on continue à dépendre de ce regard de l'autre comme si notre vie en dépendait? On cherche la proximité et la chaleur, mais souvent dans les relations les plus proches qu'on souffre le plus. Et malgré la douleur, on s'y accroche quand même. Dans cette vidéo, je vais essayer à expliquer ces paradoxes à travers la neuroscience. Pourquoi le cerveau maintient ses chemins, pourquoi la nature nous a fait comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Le sentiment de sens, de connexion, de stabilité, de sécurité qu'on ressent en relation vient de certaines substances que notre cerveau produit. Tu en as sûrement déjà entendu parler, l'oxytocine, la dopamine, les endorphines et d'autres encore. On les appelle souvent les hormones du bonheur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Seule une petite partie d'entre elles sont vraiment des hormones. La plupart sont des neurotransmetteurs, des substances produites par notre cerveau et qui influencent notre cerveau, notre motivation et le sentiment de lien et de proximité avec les autres. Pour être plus simple, je vais les appeler les substances. Par exemple, l'oxytocine ou l'ocytocine renforce le sentiment de proximité et de sécurité en relation. Elle nous aide à percevoir l'autre comme quelqu'un des nôtres, quelqu'un de notre tribu. Une personne douce, chaleureuse, attentive. On pourrait dire que c'est un profil ocytocine. Un peu comme maman, tendre, présente et bienveillante pour les autres. Après la naissance d'un enfant, le niveau d'ocytocine augmente naturellement chez une femme. C'est la nature qui rajoute une dose de douceur et de soin dans son tempérament. Pour comprendre plus le fonctionnement de cette substance, prenons un exemple inverse. Chez les reptiles, il n'y a ni attachement ni confiance. Chaque individu vit seul et ne pense qu'à sa propre survie. Chez le lézard, une forme d'ocytocine apparaît seulement pour un court instant, au moment de l'accouplement et de la ponte des œufs. Et dès la naissance, le petit lézard compte uniquement sur lui-même. Il s'enfuit très vite, car s'il reste trop près, l'un de ses parents peut bien le manger. Et d'ailleurs, l'alcool augmente temporairement le taux d'ocytocine et diminue le contrôle. C'est pour cela qu'après quelques verres, on commence à s'entendre très très bien avec un inconnu. La sérotonine, la substance qui nous donne le sentiment de valeur, de confiance en soi et de respect. Quand on se sent reconnu, écouté, apprécié, le cerveau libère une bonne dose de sérotonine et on ressent le calme et l'équilibre intérieur. Cette sensation est si agréable qu'on cherche inconsciemment de la revivre en cherchant à plaire, être connu ou simplement se sentir pris en compte. Pour comprendre comment la sérotonine fonctionne dans la vie quotidienne, c'est quand on a besoin d'être entendu, sentir que notre opinion est importante. Parfois, la personne a besoin d'avoir son dernier mot pour sentir cette importance. Voilà, c'est le fonctionnement de la sérotonine. Les endorphines, la dosis et la douleur offrent des bouffées de soulagement après la tension. Après une dispute, par exemple, elle donne cette impression de libération, de réconciliation. Et donc le cerveau garde ces mémoires de réconciliation comme quelque chose de précieux, presque sacré. Voilà, c'est l'influence des endorphines. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de la motivation, de l'attente, de l'anticipation. Dans une relation de couple, par exemple, il aide à garder l'intérêt pour le partenaire. Le sentiment d'aller l'un vers l'autre. Elle s'active quand on attend un message, un appel, quand on se prépare pour un rendez-vous. La dopamine donne ce sentiment d'inspiration des projets communs, envie de se découvrir à côté de l'autre et découvrir l'autre. Ce qui stimule la dopamine le plus, c'est cette envie d'obtenir la récompense sociale positive. Les personnes investissent des énormes efforts, des années de travail pour devenir des médecins, des acteurs, parce que chaque étape sur ce chemin difficile offre une bonne dose de la dopamine. Quel que soit l'objectif, commettre un crime parfait ou prendre une photo dans une villa au bord de la mer, chaque pas est accompagné par une poussée
de dopamine. Toutes ces substances aident les personnes dans les situations de crise et de conflit. Donc elles aident à rester douces, à lâcher prise, à accepter, garder le lien, éviter des ruptures brutales. Grâce à elles, nous sommes capables d'aller vers l'autre, d'accepter, aimer, même quand il y a des désaccords. Mais ce sont justement ces mêmes mécanismes chimiques qui créent les pièges de l'attachement. Le partenaire peut dévaloriser, blesser, ne pas tenir ses promesses, et le cerveau commence à laisser les angles, à justifier, à se dire peut-être je me fais des idées, il n'y a rien de grave, il a quand même du bon, il reste quelqu'un de proche quand même. Et le même principe fonctionne en dehors des relations amoureuses. Par exemple, au travail, votre chef peut se comporter sans respect. Objectif flou, ton autoritaire, surcharge de travail sans limite claire, manque de respect des limites personnelles, etc. Et là, la dopamine et la sérotonine peuvent réagir autrement. La personne peut être très sensible à la reconnaissance, au regard des autres, et il lui devient difficile de lâcher prise. Elle s'accroche à l'idée que tout peut s'arranger, qu'il suffit de prouver sa valeur, de mériter le respect, etc. Donc la personne peut rester dans des conditions comme ça pendant des années, et d'ailleurs c'est la cause des burn-out qu'on connaît très bien. Ces mêmes mécanismes qui autrefois préservaient notre position dans le groupe le retiennent aujourd'hui dans un système où il n'y a plus de respect, mais où il y a cette habitude de se sentir utile et nécessaire. En fait, grâce à la nature, ces substances nous ont aidés à survivre, à garder les enfants près de nous, à préserver le couple et à maintenir notre place dans le groupe, là où la sécurité dépendait du lien avec les autres, et où être exclu de la communauté signifiait tout simplement mourir. À une époque où l'être humain dépendait entièrement de son clan, il était vital de respecter des règles, d'être utile, de mériter l'estime des anciens. Imaginez une personne vivait dans une communauté de ce genre. D'ailleurs, il y a encore des communautés comme ça. Donc imaginez quelqu'un qui accomplit quelque chose d'important pour sa communauté. Et donc, en retour, il reçoit l'approbation de son groupe. Que se passe-t-il alors? Donc, on peut l'inviter à partager le repas. On le félicite. Il reçoit un regard bienveillant du chef de communauté ou de l'ancien. Et qu'est-ce qu'il ressent donc? Un soulagement intérieur, une satisfaction, une montée d'énergie, de la fierté, de la tranquillité. Mais cette vague ne dure jamais très longtemps. C'est comme ça que se sont formés certains comportements, habitudes de comportement. S'adapter, dire oui, même si à l'intérieur on a envie de dire non. Éviter de conflits, chercher à plaire à ceux qui sont plus hauts au niveau hiérarchique. Et parfois même se trahir pour obtenir un peu de reconnaissance. Certaines personnes vont jusqu'au mensonge ou à la manipulation pour retrouver ce petit cocktail d'émotions qu'on appelle « je plais, on me voit, on me reconnaît ». Aujourd'hui non plus auprès d'un chef de tribu, mais d'un chef, d'un partenaire, d'un public. Perdre ce sentiment d'appartenance révèle encore la peur de solitude. Révèle un programme « seul, je ne survivrai pas ». Quand je travaille avec des personnes qui traversent la séparation, je vois cette peur remonter. Les crises d'angoisse, la sensation du vide, la perte de sens. Pour nos ancêtres, en dehors d'une tribu, il n'y avait ni chaleur, ni nourriture, ni sécurité. Aujourd'hui, je vois les mêmes mécanismes chez des personnes financièrement dépendantes qui traversent un divorce, par exemple. Certaines d'entre elles ressentent une peur viscérale de ne pas survivre seules. La réalité factuelle montre qu'ils peuvent s'en sortir, mais le cerveau réagit autrement. Il interprète la rupture comme une menace pour la vie. Quand le contact se rompt, le niveau d'ocytocine, de dopamine, des endorphines chute, alors que le cortisol augmente brutalement en provoquant de l'anxiété et de la douleur émotionnelle, même physique. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent rester dans des relations humiliantes et destructrices plutôt qu'affronter la solitude. Le cerveau réactive alors ses anciens programmes. Ne pas perdre le lien, rester utile, chercher à plaire, mériter l'approbation, même quand le danger de survie n'existe plus. Donc ces réflexes sont autrefois permis de survivre, mais aujourd'hui, parfois ça pose des problèmes pour construire une relation saine et épanouie.
Et donc, être neuroplastique, c'est la capacité de réapprendre, de réajuster son comportement et ses réactions en fonction de nouveaux contextes. Rééduquer le cerveau, c'est lui offrir une nouvelle expérience de sécurité relationnelle, un espace où on peut être soi-même, exprimer ses émotions, demander un soutien sans perdre sa dignité. Et alors, le lien avec l'autre cesse d'être une lutte pour survivre et devient ce qu'il devait normalement être, une source de chaleur, d'épanouissement et de la vie partagée. Abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vos questions, vos points de vue, tout m'intéresse.